Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve pour la suite de l'objet conclusif du thème 2 de spécialité consacré au Moyen-Orient. Grand B, le conflit israélo-palestinien, une guerre asymétrique. La création d'Israël contraint à l'exode la majorité des Palestiniens vers Gaza, la Cisjordanie et le Liban. Ils mènent une existence miséreuse dans des camps de réfugiés. La question palestinienne se complique au fur et à mesure des conquêtes israéliennes et de la forte croissance démographique des réfugiés. Sans espoir de retour et souvent mal accueillis dans les États arabes, ils choisissent la voie proposée par Yasser Arafat et le Fatah, fondée en 1959, puis celle de l'OLP, qui unifie en 1964 les différents groupes. Ils se tournent vers le terrorisme pour détruire l'entité sioniste et fonder un État palestinien. En 1970, ce sont des détournements d'avions. En 1972, l'OLP prend en otage et exécute 11 athlètes de la délégation olympique israélienne à Munich. Pour détruire l'OLP, Israël envahit le Liban en 1982 et laisse les milices libanaises massacrer les civils dans le quartier de Sabra et le camp de réfugiés de Shatila à Beyrouth. L'armée israélienne l'emporte dans cette guerre asymétrique et l'OLP se réfugie à Tunis. En 1987, les jeunes Palestiniens des territoires occupés se soulèvent. C'est le début d'une insurrection populaire qui durera jusqu'en 1993 et fera plus de 1000 morts palestiniens et 100 morts israéliens. Face à l'armée d'occupation et équipée de Tsahal, la jeunesse palestinienne développe un conflit asymétrique multiforme. Boycott de marchandises, désobéissance civile, guerre des pierres. L'intifada relève le prestige de l'OLP qui devient un acteur indispensable, alors que l'image d'Israël, qui mène une répression féroce, se détériore et oblige le gouvernement israélien à négocier. C'est une paix impossible à trouver. De 1948 aux années 1970, c'est l'ONU qui dirige les négociations multilatérales, mais elles conduisent à des paix négatives, c'est-à-dire à l'absence d'actes de guerre ou de violence, mais aucunement par la construction de structures et d'institutions permettant le développement des sociétés pacifiques. Il s'agit de cessez-le-feu, de conférences de conciliation. Seule la résolution 242 de 1967 peut servir de base à un éventuel règlement du conflit. Mais l'irrésolution de l'ONU, les faiblesses de la sécurité collective, l'affaiblissement de l'URSS et le sentiment d'Israël de vivre dans un monde hostile sont des obstacles majeurs à la résolution du conflit. À partir de 1973, le cadre multilatéral laisse place à des négociations bilatérales sous l'égide américaine. En effet, la puissance américaine, soutien indéfectible d'Israël, va être à l'origine des différents accords entre Israël et les États arabes. Les accords de Camp David avec l'Égypte en 1978, l'accord de paix avec le Liban en 1982, avec la Jordanie en 1994, puis récemment dans le cadre des accords d'Abraham en 2020 avec successivement les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Ces accords aboutissent à la normalisation des relations entre les États et à un certain rapprochement. Ils sont plus efficaces, mais n'aboutissent cependant pas à une véritable paix positive, car ils excluent les extrémistes des deux camps, ultranationalistes israéliens, extrémistes arabes, Hamas palestinien. Face à l'intifada qui enflamme les territoires occupés, l'OLP modifie progressivement sa politique. En 1988, l'OLP reconnaît Israël, proclame l'État palestinien et accepte les résolutions de l'ONU. De son côté, Israël, qui subit les conséquences de sa politique répressive, est contraint de négocier. Le 13 septembre 1993, le Premier ministre Yitzhak Rabin et le chef historique de l'OLP Yasser Arafat signent à Washington les accords d'Oslo qui prévoient le retrait israélien de Gaza et de Jéricho. Une autorité palestinienne se met en place. Certains pouvoirs sont transférés aux Palestiniens qui pourront élire une assemblée et s'administrer à Gaza et en Cisjordanie. Le processus fait le jeu de ses adversaires, d'autant qu'il est fragilisé par l'assassinat le 4 novembre 1995 de Rabin. Alors qu'il vient de prononcer un discours lors d'une manifestation pour la paix, il est tué de 2 balles dans le dos par un ultranationaliste juif. Les gouvernements israéliens suivants freinent encore le processus. Ils refusent de concéder davantage de droits et de territoires aux Palestiniens et poursuivent une politique d'implantation des colonies en Cisjordanie. De leur côté, les Palestiniens exigent un droit au retour et Jérusalem comme capitale. Les conditions de vie des Palestiniens s'aggravent et contribuent à faire prospérer les mouvements islamistes. Le Fatah reste majoritaire en Cisjordanie, mais le Hamas remporte les élections à Gaza. Une deuxième intifada se déclenche en 2000, plus violente que la première, et dont la répression sera elle aussi très dure. Israël entreprend la construction d'un mur de séparation entre Israël et la Cisjordanie. Aujourd'hui, la situation est bloquée et le processus de paix au point mort. La politique de colonisation a repris et le territoire palestinien est de plus en plus morcelé. La Palestine est coupée en deux avec 2 gouvernements qui s'opposent, l'OLP en Cisjordanie et le Hamas à Gaza. Elle est marquée par la pauvreté et dépend de l'aide internationale. Les accords bilatéraux signés n'ont pas permis de résoudre la question palestinienne, qui reste aujourd'hui au cœur des enjeux internationaux.
Le déplacement par le président Trump de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem n'a fait que renforcer les extrémistes des deux camps. La nouvelle coalition gouvernementale israélienne, la plus à droite de son histoire, inquiète les partisans de la paix. Grand 3, les guerres du Golfe et leur prolongement. A. La première guerre du Golfe, une guerre réelle. Le 2 août 1990, le dictateur nationaliste irakien Saddam Hussein envahit le Koweït. Officiellement, il s'agit d'annexer un territoire séparé de l'Irak par l'ancien colon britannique. Dans les faits, cela lui permet d'élargir son accès au Golfe Persique, mais surtout de mettre la main sur 9% des réserves de pétrole mondiales et donc potentiellement de cumuler 20% de ces réserves, soit davantage que l'Arabie saoudite. L'émir du Koweït se réfugie en Arabie saoudite et lance un appel à l'aide internationale. Cette annexion, qui viole le droit international, est condamnée par l'ONU et la Ligue arabe. Saddam Hussein réplique et se pose en champion de la nation arabe face aux pétromonarchies alliées des États-Unis. Il lance un appel à la guerre sainte contre les infidèles. Il tente aussi de lier la question koweïtienne au conflit palestinien en proposant l'évacuation du Koweït contre le retrait des territoires occupés par Israël. Il s'assure ainsi une popularité dans le monde arabe. Plusieurs médiations sont tentées, venues de la France, du pape Jean-Paul II et de l'URSS, mais elles échouent à faire reculer le Reich irakien. À l'initiative du président américain George Bush Sr., une coalition internationale de 35 États se forme. L'ONU l'autorise à recourir à la force si l'Irak n'évacue pas le Koweït avant l'expiration d'un ultimatum à la date du 15 janvier 1991. Elle est menée au nom du droit international, de la justice et de la défense des plus faibles, mais elle doit aussi servir les intérêts économiques et géopolitiques américains. Les États-Unis vont faire la démonstration de leur puissance militaire et leur capacité à devenir les gendarmes du monde dans un monde qui, depuis quelques mois, et le début de la dislocation de l'URSS, devient unipolaire. Le 17 janvier 1991, c'est le début de l'opération Tempête du désert. Elle se résume à 42 jours d'intenses bombardements aériens et du 24 au 27 février, d'une offensive terrestre d'une centaine d'heures qui libère le Koweït. La puissance technologique occidentale a rapidement raison de l'armée irakienne, pourtant forte de plus de 500 000 soldats, 4 000 chars et 250 avions de combat. Les estimations relèvent près de 150 000 morts, principalement civils côté irakien, et de 240 du côté de la coalition. Le Reich se replie après avoir incendié les puits de pétrole. La coalition annonce un cessez-le-feu le 28 février. Saddam Hussein est vaincu, mais il n'est pas déchu, car les États-Unis craignent l'implosion de l'Irak. Cette guerre du Golfe de 1990 à 1991 relève du modèle de Clausewitz de guerre réelle, qui tend aux extrêmes. En effet, il s'agit d'une guerre interétatique qui reste une guerre menée aux frontières sans intention de renverser Saddam Hussein. La destruction des infrastructures et de l'armée irakienne illustre ce que le théoricien prussien nommait la montée aux extrêmes. Les Alliés comptent sur un soulèvement des opposants au régime chiite et kurde et sur un embargo contre l'Irak pour étouffer le régime dictatorial. Ce régime d'embargo est dévastateur pour le pays exsangue. Les conditions de vie se détériorent et de nombreux enfants sont touchés en dépit du programme de l'ONU Pétrole contre nourriture, mis en place à partir de 1996. Saddam Hussein, lui, conserve son pouvoir personnel et autoritaire. L'intervention internationale sous la conduite de l'ONU peut apparaître comme une victoire de la sécurité collective, mais en réalité, la victoire de l'hyperpuissance américaine sous mandat de l'ONU laisse plutôt entrevoir l'avènement d'un nouvel ordre mondial contraire à un équilibre westphalien des puissances. Grand B, la deuxième guerre du Golfe, ou guerre d'Irak, une guerre absolue. À la suite des attentats du 11 septembre 2001, qui prennent pour cible les symboles de la puissance américaine, l'administration de George W. Bush, Jr., accuse à tort Saddam Hussein de soutenir le terrorisme international et de produire des armes de destruction massive. Le 5 février 2003, Colin Powell, le secrétaire d'État américain, assure que l'Irak développe des armes de destruction massive. Son discours est truffé de fausses preuves qui vont mettre à l'épreuve la diplomatie internationale. La France, par la voix de son ministre Dominique de Villepin, plaide pour un soutien aux inspecteurs chargés du désarmement de l'Irak plutôt qu'une intervention militaire et menace d'utiliser son droit de veto au Conseil de sécurité. Après l'échec des négociations à l'ONU pour obtenir l'aval de la communauté internationale, les États-Unis décident de mener, au nom de la guerre juste contre la terreur, une nouvelle intervention en Irak en mars 2003, aux côtés de quelques alliés, dont les Britanniques. L'Irak est envahi le 20 mars, dans le but de renverser le régime de Saddam Hussein et du parti Baas. C'est en ce sens une guerre qui répond au modèle de guerre absolue de Clausewitz. En quelques semaines, leur puissance militaire et technologique écrase l'armée irakienne. Ils occupent le pays avec leurs alliés britanniques et cherchent à mettre en place un gouvernement de transition démocratique. Ils souhaitent faire de la démocratisation du pays un modèle pour l'ensemble de la région. En vain. Le projet de state building américain échoue.
La chute de Saddam Hussein plonge le pays dans le chaos. Les États-Unis s'enfoncent dans le bourbier irakien. 5 000 morts, 740 milliards de dollars dépensés, 100 000 civils tués entre 2003 et 2012. Ils doivent relever le défi d'une guerre asymétrique. La communauté chiite se renforcée par l'intervention américaine. Majoritaire mais écarté du pouvoir par Saddam Hussein, il profite de la démocratisation du régime pour accéder au pouvoir. Se sentant lésés, les sunnites s'engagent en grand nombre dans une guerre asymétrique au sein des groupes djihadistes se revendiquant d'Al-Qaïda. Ils harcèlent les soldats de la coalition, mais aussi de l'armée irakienne. Ils prennent en otage les Occidentaux et multiplient les attentats contre la communauté chiite. Les États-Unis répondront par la torture et la répression. Les tensions entre les communautés débouchent sur une guerre civile. Chiites, sunnites et kurdes mettent en place des milices qui s'affrontent. Les milices chiites, alliées de l'Iran, l'emportent et consolident leur pouvoir. Au nord, les Kurdes conquièrent une large autonomie. Mécontents de leur sort, de nombreux sunnites apportent leur soutien aux djihadistes. En 2006, Daesh naît d'une scission avec le groupe d'Al-Qaïda dans la région et profite du désordre pour mener une guérilla terroriste en multipliant les actes de cruauté en les mettant en scène. Les armées alliées entrent dans le brouillard de la guerre, décrit par Clausewitz. Les États-Unis se retirent d'Irak en 2011, mais en 2014, Daesh proclame un califat islamique entre l'Irak et la Syrie, ce qui les fait revenir à la tête d'une coalition arabo-occidentale pour anéantir Daesh. Ils procéderont à des frappes aériennes en soutien de l'armée irakienne et des milices kurdes. Incapables d'instaurer une paix positive en 2003, perdus dans le brouillard de la guerre et d'une montée aux extrêmes, les États-Unis se révèlent impuissants à établir une Pax Americana dans un monde devenu multipolaire. Grand C, la résolution des conflits au Moyen-Orient au cœur des enjeux d'acteurs multiples et concurrents. L'action de l'ONU a été centrale dans le cadre de la question palestinienne avec le plan de partage de 1947, la mise en place de l'UNRWA pour venir en aide aux réfugiés palestiniens en 48-49, puis la résolution 242 de 67 qui exige le retrait israélien des territoires occupés. Mais du fait des divisions des membres permanents du Conseil de sécurité, elle s'avère incapable de faire appliquer ces résolutions. Les États-Unis, soutiens d'Israël, utiliseront par exemple de nombreuses fois leur veto à partir des années 70. La première guerre du Golfe symbolise la renaissance de l'ONU, paralysée pendant la guerre froide, mais la seconde révèle les limites de l'ONU, qui n'autorise pas cette guerre, mais ne l'empêche pas non plus. Elle illustre la faiblesse du modèle onusien de sécurité collective face à l'unilatéralisme des grandes puissances. Même lors des guerres civiles, les conflits du Moyen-Orient impliquent souvent les puissances régionales. Lors de la guerre du Liban, les milices chrétiennes sont soutenues par Israël et les chiites de la Syrie et de l'Iran. Depuis la guerre de Syrie en 2011, les groupes sont armés par la Turquie, le Qatar ou l'Arabie saoudite lorsqu'ils sont sunnites ou par l'Iran lorsqu'ils sont chiites. Les puissances régionales jouent un rôle majeur et nombre de ces conflits illustrent les rapports de force des puissances régionales qui défendent leur leadership comme l'Iran et l'Arabie saoudite ou le rapport de force entre les puissances sunnites. La région est aussi un terrain d'affrontement pour les puissances mondiales. À partir des années 70, les États-Unis tentent de résoudre par la diplomatie le conflit israélo-arabe par la multiplication des accords bilatéraux. Mais la puissance mondiale se heurte au problème israélo-palestinien et à l'échec des accords d'Oslo. Leur rêve d'imposer une Pax Americana dans la région échoue. Leur échec en Irak, le refus de Barack Obama d'intervenir en Syrie ont permis le renouveau de la puissance russe dans la région. En effet, l'effondrement de l'URSS fait perdre à la Russie son influence acquise lors de la guerre froide. Mais elle va bénéficier du désengagement américain. Soutien du régime de Bachar al-Assad, elle dispose d'une base navale à Tartous et d'une base aérienne en Syrie. Elle s'est aussi largement rapprochée de son voisin turc. Les conflits moyen-orientaux ont vu souvent la multiplication des milices formées de combattants irréguliers. Souvent financées par des États mais n'ayant pas de structure diplomatique, elles rendent l'établissement d'un dialogue avec les États difficile. Ces groupes jouent un rôle central dans les conflits en Syrie, en Libye, au Liban. Le Hezbollah, par exemple, est un parti politique, mais aussi une milice islamiste chiite libanaise fondée en 1982. Il a été un acteur central de la guerre civile et il est devenu incontournable encore aujourd'hui au Liban. Il intervient contre Israël en lançant des roquettes et intervient en Syrie aux côtés de Bachar el-Assad. Enfin, il est le bras armé de l'Iran dans la région. La société civile, organisée en ONG, a aussi un rôle important. Human Rights Watch sensibilise les opinions publiques. En Israël, B'Tselem dénonce les atteintes aux droits de l'homme et d'autres, comme Tahayush, un mouvement judéo-arabe, militent pour une paix durable. En conclusion, le Moyen-Orient est un cas emblématique pour penser la guerre et la paix au tournant du XXIe siècle. Les conflits qui secouent la région depuis la création d'Israël en 1948
revêtent de nombreuses formes que le modèle de Clausewitz permet de comprendre. Les tentatives de paix donnent à voir le jeu de multiples acteurs géopolitiques et les différentes formes de négociation multilatérales et bilatérales. Les notions de paix positive et de paix négative permettent aussi de comprendre combien la montée aux extrêmes interdit à la région de sortir du chaos. Ce long objet conclusif du thème 2 consacré au Moyen-Orient est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute et vous retrouve prochainement pour aborder un nouveau thème du programme de spécialité AGGSP.